Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au poste de pivot et on va voir si le Barça pourra continuer à jouer sans un joueur de ce profil. Avant de commencer, j'aimerais très sincèrement vous remercier concernant les retours extrêmement positifs que j'ai eus sur ma dernière vidéo où je vous ai adressé un message où je me suis ouvert à vous et j'ai eu des commentaires très positifs. Parmi ceux-ci, je retiens notamment celui-ci avec un abonné qui m'a soutenu dans un premier temps et dans un second temps m'a proposé des idées de vidéos pour la suite aussi dans une période où il n'y a que des infos mercato et c'est pas toujours intéressant. J'ai trouvé ces sujets très intéressants et c'est pour ça que j'ai sélectionné un, c'est celui donc du poste de pivot. Si jamais vous aussi vous avez des idées de vidéos, des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Si je trouve des choses pertinentes à en dire, j'en ferai une vidéo aussi. Alors maintenant, on va revenir à ce sujet-là qui est très important. Je ne vous cache pas que le poste de pivot est un poste qui me fascine et je prends beaucoup de plaisir à observer et à analyser les joueurs qui jouent dans ce registre-là. Au Barça, historiquement, ça a été très important. On a eu des joueurs de très haut niveau. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Depuis le départ de Sergio Busquets, on n'a plus un pivot pur qui s'est imposé au sein de l'équipe en titulaire indiscutable. Avec Hansi Flick, on a vu que dans un premier temps, il voulait à nouveau miser sur ce type de joueur avec Marc Bernal, qu'il a considéré comme un titulaire dès le début de la saison, mais il s'est rapidement blessé. Donc il a eu un plan B qui était Marc Casado, qui lui aussi est un pivot pur, mais avec un rôle tout de même différent sur le terrain, en jouant un peu plus haut aussi, en ayant moins de responsabilités à la relance. Et cette fois-ci, ça a été un petit peu différent. Et par la suite, il y a De Jong aussi qui s'est imposé, et là, ce n'est plus du tout un pivot. On a encore quelques personnes qui se trompent là-dessus, mais c'est une évidence depuis des années selon moi que De Jong n'est pas un pur pivot. C'est un joueur qui évolue majoritairement dans un double pivot, peut échanger les tâches avec le joueur à côté de lui, mais n'est pas une pure pointe basse. À ce moment-là, si on regarde le duo qui a joué la plus grande partie de la saison, c'était donc Pedri et Frenkie de Jong. Dans ce duo-là, on retrouve des joueurs extrêmement forts dans le jeu avec ballon. C'est leur qualité première. Alors attention, je ne veux pas caricaturer et je l'ai répété pas mal de fois. Hansi Flick a beaucoup fait travailler notamment Frenkie de Jong dans le jeu sans ballon. Il avait dit que c'était un gros chantier pour lui. Il a tout fait avec son staff pour le faire progresser dans ce secteur-là du jeu. Et on a vu un Frenkie de Jong très fort dans le jeu sans ballon. Il a beaucoup progressé et beaucoup apporté à l'équipe. Et puis Pedri aussi a récupéré énormément de ballons, mais évidemment, ça ne suffit pas. C'est déjà très bien dans le pressing, dans le fait de défendre en avançant, ils ont beaucoup apporté, mais ça ne suffit pas au plus haut niveau. Si on regarde par exemple les manquements qu'il y a eu dans le milieu de terrain du Barça, je trouve que le plus criant, c'est en termes de défense. On a bien vu qu'il manquait un joueur pour couvrir les espaces entre le milieu et la défense. Et à ce moment-là, ça a posé problème. Lorsque Casado jouait, par exemple en première partie de saison, on a vu une équipe du Barça quand même qui concédait moins d'occasions parce que Casado avait vraiment un gros rôle en termes d'abattage sur le terrain et récupérait beaucoup de ballons avec énormément de courses et d'activités dans le dos de la défense, ou en tout cas bien plus bas sur le terrain. C'est sa qualité première parce que c'est un pur pivot comme je vous l'ai dit. De Jong ou même Pedri l'ont fait, mais beaucoup moins et ont été beaucoup moins efficaces parce que ce n'est pas vraiment leur registre naturel. J'ai souvent entendu dire que le Barça était très mauvais défensivement et j'ai souvent entendu des supporters du Barça ou même autres qui ont attaqué les défenseurs comme Inigo Martinez, comme Cubarsí ou comme les latéraux aussi et je n'ai jamais trop compris. Parce qu'au final, quand on regarde le plan d'Hansi Flick, on voit que c'est une équipe quand même qui prend beaucoup de risques, qui défend extrêmement haut sur le terrain et en plus de ça n'a même pas un numéro 6 pour couvrir un petit peu la défense. Donc c'est sûr qu'ils sont amenés à défendre souvent en sous-nombre. On voit les joueurs adverses qui sont majoritairement plus nombreux quand ils attaquent et c'est très difficile pour le Barça de défendre dans ces conditions-là. Évidemment, c'est normal qu'ils fassent quelquefois des erreurs parce que ce n'est pas du tout simple de défendre comme cela encore une fois. Donc, si on prend tout ça en compte, il faut se dire aussi qu'avec un numéro 6 qui a un profil vraiment adapté à cela, l'équipe sera plus solide dans le jeu sans ballon. Ça, c'est une évidence et c'est déjà un point qui est important. Ensuite, le second point, donc au niveau des manques qu'il y a eu sans un véritable numéro 6 et qu'un joueur de ce registre-là pourra apporter, c'est en termes de contrôle.
Encore une fois, si tu joues avec un milieu de terrain à 3, si tu passes un double pivot avec un numéro 10 à un milieu à 3 avec une pointe basse, évidemment que tu auras plus de contrôle. Évidemment que tu auras plus souvent la possession de balle et que tu pourras plus dicter le tempo du match. Ça aussi, c'est très très important et on a vu beaucoup de fois des matchs du Barça où ça attaquait à tout va, où ça allait à 10 000 km/h, mais des fois il manquait un petit peu des phases de possession pour calmer le match et ça aussi, c'est lié au fait que le Barça a concédé beaucoup de buts. Si jamais tu attaques constamment, tu laisses beaucoup d'espace dans le dos de la défense et à ce moment-là, ça peut compliquer les choses. Alors que si jamais tu as 1, 2, voire 3 buts d'avance et qu'à ce moment-là, tu décides de conserver le ballon, là, tu empêches l'adversaire d'avoir le ballon et tu les empêches d'être dangereux aussi. Donc, si tu règles le problème d'avoir un joueur à ce poste qui peut couvrir des espaces dans de la défense, si tu as aussi un joueur qui va t'apporter plus de contrôle parce que tu auras toujours Pedri et De Jong, mais tu auras en plus de ça un autre joueur au milieu de terrain pour garder aussi le ballon, contrairement à un joueur qui joue au poste de numéro 10 qui lui voudra attaquer constamment, eh ben, ça facilite la vie, tu concéderas beaucoup moins d'occasions et tu vas être beaucoup plus dominateur dans tes matchs. Alors attention, je ne dis pas non plus qu'en mettant un pivot, tout sera parfait. Parce qu'on connaît le style d'Hansi Flick, on sait que son football et sa vision de jeu est basée sur les attaques, sur l'offensif et que si jamais tu lui prives de cela, ça peut être moins efficace et certainement que le Barça aussi marquera moins de buts. Les deux sont liés évidemment. Maintenant, est-ce que c'est primordial pour le Barça de marquer autant de buts que la saison passée? Je ne pense pas. Je pense que l'équipe a vraiment marqué énormément de buts. C'était très spectaculaire. Mais pour passer un petit cap, pour être encore plus compétitif selon moi, il faudra marquer un peu moins de buts peut-être, il faut l'accepter. Mais à côté de ça, dominer plus le secteur de jeu et être moins déficitaire défensivement aussi. Maintenant qu'on a pris tout ça en compte, ce n'est pas non plus si simple que ça. On ne peut pas non plus se dire que ok, la situation c'est de jouer avec un numéro 6 type Marc Bernal ou Marc Casado et de mettre deux relayeurs avec Pedri et De Jong et même Gavi peut jouer dans ce rôle-là. Non, ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que la construction d'effectifs du club n'a pas été taillée pour cela. Si on regarde bien, évidemment, il y a deux numéros 10. Il y a Dani Olmo et Fermín López. Donc, est-ce que tu te passes de ces deux joueurs-là? Est-ce que tu leur demandes désormais d'être des joueurs de banc et de rentrer en cours de jeu que quand les circonstances du match le permettent? Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils aient du temps de jeu et tu ne pourras pas les mettre de côté aussi facilement. Donc, je pense que la construction d'effectifs est faite de sorte que si jamais tu veux jouer avec un pivot, il faut qu'il soit mis dans le double pivot. C'est-à-dire qu'au final, si jamais tu veux que Bernal ou Casado jouent, il faudra les mettre à la place de De Jong. L'un ou l'autre à la place de Frenkie de Jong. Et donc tu auras par exemple Bernal avec Pedri et Dani Olmo, ou bien tu auras Casado avec Pedri et Fermín López, disons. Vous comprenez là où je veux en venir. Donc c'est comme ça que le Barça doit jouer, en tout cas lors de la grande partie de la saison. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de matchs, il y aura certainement des absents, des blessés, il y aura plein de possibilités. Et à partir de là, tu pourras jouer plusieurs matchs comme Hansi Flick l'a fait, avec un milieu de terrain à 3, avec une pointe basse. Évidemment, tu pourras le faire quelques fois, mais dire que ça sera le plan initial d'Hansi Flick qui va jouer toute la saison avec un 4-3-3, avec une pointe basse, avec un pur pivot, ça je n'y crois pas. Je pense pas que là tout de suite, dès cette saison, c'est une véritable possibilité et c'est pour ça que je pars du principe où il faudra l'accepter et se dire que quelquefois tu pourras le mettre en place, mais pas plus que ça non plus. Et puis je pense que De Jong a vraiment gagné sa place, donc j'imagine pas vraiment les pivots avoir beaucoup de temps de jeu. Ça, c'est une donnée très importante. Alors au final, vous pouvez penser peut-être que j'attaque beaucoup ce double pivot et que je ne suis pas réellement satisfait de ce qu'il propose et que je suis beaucoup plus préférable à un numéro 6. En réalité, je préfère tout de même que le Barça joue avec un numéro 6. C'est pour moi ici la meilleure façon de pouvoir dominer l'adversaire et d'être beaucoup plus complet sur le terrain. Et c'est ce que je veux du Barça. Je pense que le Barça est une équipe qui doit avoir la possession, mais surtout dominer, dicter le tempo et puis être moins fragile défensivement aussi pour être vraiment très dangereux. Mais de manière globale, soyons honnêtes. La saison passée, le Barça était tout proche de remporter tous les titres dans la Ligue des Champions avec majoritairement De Jong et Pedri. C'est-à-dire sans véritable pivot. Alors ok, le Barça a concédé beaucoup d'occasions, mais on voit quand même des joueurs de très très haut niveau au milieu de terrain aussi qui ont fait la différence. Et puis on a vu d'autres qualités qu'on ne voyait plus dans ce club. C'est-à-dire qu'au final, encore une fois, la grande force du Barça a été le niveau de jeu offensif proposé. Ça, on l'a vu. Et ça a été le cas parce que tu n'avais que des joueurs offensifs. Tu avais 4 joueurs à vocation offensive et forcément, ça a beaucoup aidé aussi. Moi, je pars du principe où il ne faut pas détruire ce qui a été construit.
mais simplement apporter des ajustements. Et c'est comme ça que le Barça va continuer à avancer, continuer à progresser, au lieu de faire 4 pas en avant, 3 en arrière, puis 2 en avant, puis 3 en arrière. Ça, ce ne serait pas du tout le top et c'est absolument ce qu'il faut éviter. Donc, dans l'idéal, ce que le Barça devrait faire, selon moi, encore une fois, c'est de continuer à jouer comme ils l'ont fait, avec un double pivot et avec un numéro 10, mais quelquefois apporter des modifications. Déjà, faire tourner, parce que je pense que De Jong et Pedri ne devront pas non plus jouer tous les matchs de la saison. Évidemment, il faudra faire tourner. Gavi aussi aura un rôle important à jouer, mais les pivots aussi auront un rôle important à jouer. Alors, des fois, tu pourras les mettre dans le double pivot avec un joueur comme Pedri, De Jong ou Gavi à leur côté, mais des fois, tu pourrais faire jouer avec un milieu à 3, avec une pointe basse aussi, et il faudra un petit peu alterner tout cela. Et c'est comme ça que le Barça pourra s'adapter à toutes les circonstances. Si tu joues face à un bloc bas en Liga, c'est peut-être pas trop important non plus de jouer avec un pur pivot. Parce qu'à ce moment-là, tu sais que tu auras le ballon, tu sais que l'équipe va défendre en bloc bas. Et donc, pourquoi mettre un pivot qui lui va pas trop apporter dans ce match-là? C'est vrai. Maintenant, si jamais tu joues face à une équipe beaucoup plus joueuse qui va te chercher haut sur le terrain, bah là c'est intéressant quand même d'avoir un joueur qui peut vraiment faire beaucoup de bien dans les zones défensives pour couvrir de l'espace. Et puis, en Ligue des Champions par exemple, tu as perdu le match aller 2-0, le match retour, tu ne mets pas de pivot, tu peux te permettre d'avoir une équipe beaucoup plus offensive sur le papier. Ou bien le match aller en Ligue des Champions, tu as gagné sous score de 3-0, le match retour, tu peux aussi à ce moment-là mettre un pivot et beaucoup plus sécurisé, pas trop prendre de risques et assurer la qualification, au lieu de revivre ce qui s'est passé face à Dortmund où tu étais tout proche de la catastrophe. Et même en plein match aussi, si tu mets sous score de 3-0, pourquoi vouloir toujours continuer à attaquer? Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est plus intéressant de mettre un pivot pour sécuriser un petit peu le match, parce que ça a été le défaut aussi du Barça, qui a voulu sans cesse attaquer, mais qui a ouvert des espaces et laissé des opportunités à l'adversaire de revenir dans le match quelquefois aussi. Je pense qu'il faut être un peu plus mature et mieux lire les matchs, s'adapter. Aujourd'hui, Hansi Flick a énormément de possibilités, énormément de joueurs de profils différents, notamment au milieu de terrain. Donc je pense qu'à court terme, c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut réellement s'adapter un petit peu aux circonstances et puis déjà faire tourner l'effectif, faire reposer les meilleurs joueurs et puis en fonction de ce que l'adversaire propose, adapter et mettre des joueurs en conséquence. Maintenant, ça c'est ce qui est logique pour moi en tout cas à court terme, mais si on regarde à moyen et à long terme, je pense qu'il faut vraiment installer un pivot en tant que titulaire au sein de l'équipe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux joueurs très talentueux, Marc Casado et Marc Bernal, en qui je crois énormément et je pense que c'est très important de leur faire confiance, de leur donner de l'importance, de ne pas les vendre surtout évidemment et puis avec le temps de leur donner de plus en plus de continuité. C'est comme ça que j'imagine la chose et je pense qu'ils pourraient devenir très importants à terme, donc c'est ce que j'aimerais aussi. Donc pour résumer tout ça, je pense que le Barça a désormais beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités. Il faut qu'Hansi Flick joue là-dessus, s'adapte à toutes les circonstances possibles de match. Et je pense qu'à court terme, il ne faudra pas non plus déséquilibrer ce qui a été construit, continuer, mais juste apporter des ajustements en plus. Et je pense que à terme, avec la saison prochaine, même celle d'après ou encore après, c'est-à-dire qu'ils sont très jeunes, donc ils ont beaucoup de temps devant eux, mais à ce moment-là, installer un pur pivot au sein de l'équipe pour apporter plus de contrôle et plus dominer les adversaires aussi. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez la chose différemment ou vous êtes d'accord avec moi? Ça m'a fait plaisir de pouvoir tourner une vidéo sur le sujet d'un abonné. Si jamais vous voulez que je fasse la même chose pour vous, proposez-moi des idées en commentaire et je regarderai ce que je peux en faire. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon moi je vous dis peace.